Aujourd'hui, on va parler d'un sujet auquel on a un paquet de questions sur la page Instagram. Puis c'est tout ce qui est peri-workout. Qu'est-ce que tu manges avant? Est-ce que tu prends un shake après ton training? C'est quoi le ratio de protéines et de carbs qui est magique qui va faire en sorte que tu vas tripler tes gains? Aujourd'hui, on parle de tout ça et plus encore, on va démystifier le vrai du faux et on va surtout vous donner le ratio parfait de protéines et de carbs post-workout. C'est pas vrai, Marc? Ça, c'est le fucking game changer. Si tu veux, non, pour vrai, si tu veux prendre la masse, c'est la chose que tu dois savoir. Le ratio parfait avec le timing parfait pour stimuler ta synthèse des protéines Mhm. musculaires, ton mTOR, puis ton processus d'insuline. Ça se passe à la fin de l'épisode. Stay tuned. Oh, great hook. Hello, guys! On On va en messe avec parler, on va vous. en parler, on va en parler, On on va va en en parler. parler, mais écoute, je parle pour Marc, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alright. Alright. On Veux-tu est parti. commencer par nous définir la fenêtre peri-workout? À partir Alright. de quand est-ce que je suis pre-workout? Est-ce que c'est 1 heure, 2 heures avant? Puis quand est-ce que je suis post-workout? 15, 20, 30 minutes ou plus? Ouais, fait que simplement, là, puis peri-workout, je sais même pas c'est quoi le mot, puis ça doit venir du grec. Peri doit venir de quelque chose dans le latin. Ça doit vouloir dire quelque chose, tu vas pouvoir le trouver. Mais c'est tout ce qui entoure l'entraînement. OK? Fait que ce que je mange avant, pendant, après fait partie de ce qu'on appelle, nous, le peri-workout. Puis on va parler de ça aujourd'hui parce que il y a des choses qui sont quand même intéressantes à savoir, surtout pour ceux qui ont des bonnes bases de nutrition, puis une bonne structure générale, puis quand hey, je suis sharp avec ce que je fais, là, venir maximiser l'entraînement peri-workout, ça peut être vraiment intéressant. Je pense que où est-ce que c'est overrated, c'est le fait que souvent c'est le premier focus. T'sais, c'est vraiment là ce qu'on voit. Là, je commence à m'entraîner. OK, ben c'est quoi mon shake post-workout? C'est comme, you know what? I don't give a fuck, excusez mon langage, mais I don't give a fuck de ton post-workout shake si tu manges comme un kid de 12 ans qui a eu une boîte à lunch avec des fruits au long puis des Dunkaroos. Je veux dire, man, laisse faire ton shake post-workout, on s'en fout un petit peu. Anyways, pour répondre à ta C'est question. vraiment pas à la base de notre pyramide. Non, exactement. Puis pour revenir à ta question, peri-workout, c'est avant, pendant, après. Le combien de temps avant, ça dépend. T'sais, la façon dont moi je le vois, là, c'est avant, c'est si on veut garder ça simple, c'est quand ton dernier repas slash collation avant l'entraînement, ça c'est peri-workout. Puis si, comme moi, ben souvent, ton dernier repas avant, il est 2 heures ou 3 heures avant, puis c'est rien de particulier, ben, c'est de la nutrition peri-workout, peut-être, mais on s'en fout un peu. Puis après ça, intra-workout, c'est est-ce que tu consommes quelque chose d'autre que de l'eau ou autre chose que de l'eau puis des électrolytes pendant que tu t'entraînes, des glucides, des acides aminés, voire autre chose. Man. Je vois des affaires, en tout cas, j'ai déjà vu des affaires drôles intra-workout, là, de monde qui consomme des affaires. Genre la mode des powerlifters, man, qui vont manger là, des sacs de bonbons entre leurs sets Hmm. de deux, tu sais, de deux, c'est même pas RM, leur set de deux ou trois avec des RPE de 7 ou 8, là, puis là, ils prennent 5, 7, 8 minutes de pause après une série de deux. Mhm. C'est comme, ouais, mais je sais pas, man, c'est peut-être, Maybe I don't know. ça fait OK. peut-être partie de la culture du sport, puis je veux pas bâcher contre le powerlifting, mais c'est un petit peu ça. Puis après ça, post-workout, on parlait de timing, mais post-workout, ça pourrait être ton repos, ta collation d'après-entraînement, qui pourrait être directement après, qui pourrait être une demi-heure après, qui pourrait être 1 heure après, voire un repas complet qui est 2 heures après. Tu sais, pour certains athlètes, la réflexion peri-workout, post-workout se rend à la collation post-workout plus le repas qui suit. Fait que c'est vraiment la façon de... Ça veut pas... Ça veut T'en pas fais dire grand-chose. Dans le l'interprétation que fond, tu c'est veux. juste un terme pour dire stratégie de peut-être changer quelque chose alentour ou durant ton training. Puis Perry, viens-tu du latin ou du grec ou de je sais pas quoi? Ben, je suis pas sûr, je l'ai pas Google, mais il me semble que ça vient du grec ancien, puis ça voudrait dire alentour ou autour du Ok, du grec grec. péri, si je me Ok. trompe pas. Voilà, ok. Si tu l'as pas Google, c'est bon. Non, je l'ai pas Google. Alright. Fait que voilà. Pour ta première Écoute, question, c'est un petit peu ça. ben, justement, là, on n'est peut-être pas dans le péri-workout, mais moi, j'avais une question. OK? Je te mets un contexte. On est à l'Université Laval, on a notre journée de test. Et notre Oh journée de yeah. test, c'est bench, 1 RM, et clean, 1 RM. Ça, Et je l'ai pull-up, jamais fait. max rep. Ok. Ça, c'est notre journée de test. OK? C'est dans l'après-midi.
Et la veille, il y avait un joueur bien intentionné qui nous a fortement conseillé de faire un carb loading pour s'assurer de bien performer à nos tests de force max. Je conseillais de manger quelque chose comme 500 grammes de patates, 1 kg de riz ou les deux mélangés ensemble. Je me souviens plus. Je me souviens que je me suis posé des questions. Je me suis dit aujourd'hui, c'est le moment d'en avoir le cœur net. Est-ce que ça a vraiment un impact sur mes tests le lendemain en force max? Alright. Commençons avec de où ça vient, cette idée-là. Right? Puis, cette idée-là du carb loading est vraiment populaire dans les sports d'endurance. Genre le marathon, puis même plus long que le marathon, les triathlètes, les triathlons pour les triathlètes, les ultras, puis ces affaires-là. Puis dans des contextes comme ça, où est-ce que la demande énergétique est énorme, là, la demande calorique est énorme, eux vont en retirer des bénéfices. Assurément. Dans un contexte où tu vas faire une rep de bench, ben, 2 vrais reps de bench parce que tu vas avoir 2 essais. Le clean, je sais pas, j'étais pas là, moi, mes années, il n'y avait pas de clean dans les tests. On n'a jamais testé le clean dans mes années. Fait que, statut 1, statut 3, ça dépend des endroits. Puis chin-up, max rep, ben, c'est une série de, pour certains gars, une rep, puis pour d'autres, 24 reps, on va dire. Puis à partir de là, le concept de carb loading avant aura pas nécessairement un impact sur tes performances. Est-ce que c'est dangereux? Non. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que ça va nuire à tes performances? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. T'sais. Je pense que l'idée est bonne de hey, je rentre dans cet événement-là avec un glycogène musculaire qui est maximisé. Bonne idée. T'sais. Puis je pense que l'autre effet le plus important de ça, le côté positif que je vois de ça, c'est d'un point de vue placebo, là. Il y a plein de gars qui arrivaient le lendemain et étaient comme, man, je suis fucking loadé. Puis on peut dire ce qu'on veut, le placebo fonctionne. Si tu y crois, là, le placebo fonctionne, so why not? Je pense que je vais commencer à faire plus de guns dans les trainings des gars d'MVP Athletics. Oui! Ça va être. Oui! Non, do it! Do it! Ils le font quand même. Ils No. le font pareil. Ils le font pareil. Mais non. Mais non, Mais, allez. anyways, fait que tu sais, c'est un petit peu ça. Puis la réalité, c'est que je pense pas qu'il y a beaucoup de gars qui ont battu un PB à cause de ça ou qui ont battu comme leur record par rapport à ça. Peut-être que pour des gars qui voulaient être plus lourds sur la balance, ça a eu un impact positif. Je me souviens qu'il y avait ça Probablement pairé que avec une c'est. quantité d'eau puis des quantités de sel à ajouter dans nos patates et dans nos affaires. Puis ça se peut que, man, glycogène musculaire plus élevé, rétention d'eau un petit peu plus élevée, matière fécale beaucoup plus élevée, dû au volume. Oui, parce que tu plus élevé retiens de ton ça. caca avant la peser. Là. Moi, je me souviens, pour peser le plus lourd, je retenais mon caca, puis je buvais beaucoup, beaucoup d'eau et je retenais ma vessie. Oui, puis là, tu sautais sa balance. Je te dis, il y avait un line-up à la toilette à l'extérieur du gym après de sauter sa balance. Puis c'est pas Ouais. des jokes. Euh, On se faisait peser, il y ouais. avait le line-up pour aller aux toilettes, puis après ça, les gars allaient tester. Yeah. C'est Moi, j'étais vrai, là. chanceux. C'était en ordre alphabétique. Fait que Bamroun Savat, j'étais le premier. J'étais le premier à creuser la toilette. Donc, ça, j'étais quand même bien chanceux. Um, Après, j'étais lightweight pour le test de poids. je te garantis que Varin arrivait sur un bol chaud, man, avec une odeur nauséabonde. Peut-être plus de papier non plus. Je sais plus, je sais plus. Je pense pas avoir testé les fesses sales. Fait que, oui. Mais non, voilà. Fait que, tu sais, la réalité, c'est que... Yeah. Puis, tu sais, si je peux apporter mon grain de sel, euh, l'histoire du glycogène, là, c'est pour les tests de force max. Que ton glycogène soit loadé aura peu d'impact. Entre 50% de load et 100% de load, il y aura peu d'impact. Là où il y a un problème, où est-ce qu'il y a une diminution de la force, c'est lorsque tes réserves en glycogène commencent à être basses. Et ça a un effet sur ta force max, ta puissance. Absolument. Mais pour se rendre là, il faut une quantité d'effort substantielle. Il faut un training camp de foot, là. Pas ta pratique in season le vendredi pre-game. Mhm. Il faut une bonne pratique où tu te tues et que tu te fais rincer par les coachs parce que vous avez pogné trop de verges de punition.
Fait que voilà. Fait que c'est probablement pas nécessaire, mais encore une fois, tu sais, je pense qu'une alimentation bien balancée la veille des tests, quitte à dire, hey, mon souper la veille, là, je vais manger un repas high carb, là, vraiment high carb, puis comme clean, ben, go for it, mais sinon, je pense pas que ce soit nécessaire. Tu sais, je pense pas que ce soit Hum. nécessaire de le faire. Mais là, ça, c'est une journée de test. Mais là, je Ouais. m'en vais jouer une game de foot. Yeah. OK? Où j'ai un training camp. OK? On a parlé des training camps à l'épisode d'il y a 2 semaines. Ou pour tous les sports qui sont field sport ou force de puissance, de force, comme le foot, qu'est-ce qui est vraiment efficace ou important à ce moment-là dans ton peri-workout? Ouais, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend d'une situation à l'autre. Un workout dans le gym, c'est pas comme un two-a-day de football. Tu sais, je pense que ça, c'est la première chose à prendre en considération puis à voir. C'est juste pas la même chose. Puis la veille d'une game, par exemple, pas tous les athlètes qu'on coach, mais il y en a beaucoup avec qui c'est intéressant de faire cette journée high carb là une fois dans la semaine, puis de le timer la veille de la game, l'effet physiologique, puis l'effet psychologique, puis la combinaison de tout ça, puis d'avoir une journée où est-ce que hey, je mange beaucoup la veille d'une game, puis je me sens bien le lendemain, go for it, je pense que c'est excellent. Puis c'est un concept qui s'utilise bien aussi en training camp. Il y a un athlète que je coach en ce moment qui a 2 high days par semaine pendant son training camp qui est réparti sur plusieurs semaines. Fait qu'un au milieu de sa semaine de pratique, puis un la veille de la grosse journée de pratique. Ça se fait, puis je pense que c'est bien. Tu sais, la réalité, c'est dans des sports comme de power, de strength, des team sports, souvent, réellement, là. Je pense que ça peut être intéressant de consommer un peu plus de glucides la veille, voire avant l'entraînement, mais je pense pas que ce soit nécessaire de overdo it puis de faire des carb loads comme dans les sports d'endurance. Je pense pas que ce soit nécessaire. Après ça, si ça fait partie des préférences de l'athlète, ben pourquoi pas s'il a l'habitude de le faire, s'il se sent bien puis qu'il a une... Puis là, le terme, des fois, m'énerve puis des fois, m'énerve pas, mais une bonne santé métabolique aussi. T'sais, un athlète qui est en santé, c'est rarement problématique de dire hey, je vais manger plus de carbs entourant ces événements-là, ces entraînements-là, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est un entraînement... Mettons, aujourd'hui, on a fait un entraînement qui pourrait ressembler à l'entraînement d'un joueur de foot, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple. Ouais. Ish. Yeah. On aurait très bien pu s'en sortir en ayant mangé un déjeuner ben normal, puis ça n'aurait pas été grave. Là. Je veux dire, on n'aurait pas performé de la même façon. Puis t'aurais pas plus performé à avoir mangé un gros bol de crème de riz avec du miel puis une banane avant. Je veux dire, t'aurais pas mieux performé, ou du moins, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Puis je vais même aller loin. Si le training avait été le matin, je pense que j'aurais pu le faire à jeun. Puis ça aurait eu aucune différence de si je m'étais levé plus tôt pour déjeuner et faire le training. Je ne recommande pas de le faire. C'est juste pour illustrer un point. Exactement. Puis à partir de là, ça dépend d'un athlète à l'autre, puis du type d'entraînement, puis de la demande, puis de ci, puis de ça. Tu sais, je pense que t'es mieux de manger avant de t'entraîner. Après ça, est-ce que tu devrais manger des carbs? Ça dépend d'un athlète à l'autre. Tu sais, le nombre... Je me suis entraîné beaucoup plus souvent dans ma vie après un déjeuner ou un dîner bien normal, high protein, medium fat, avec des veggies ou des berries ou un petit peu de fruits, puis comme les performances sont excellentes. Puis ben des athlètes qu'on coach battent des PR après ça, là, comme pour de vrai, là, vont battre des PB dans le gym et ainsi de suite. Après ça, si t'es un athlète qui a l'habitude de consommer plus de carbs avant de t'entraîner ou avant une pratique, puis tu te sens bien, puis ça t'aide à performer, puis ton énergie est stable, ben go for it, puis je pense pas que ce soit problématique. OK. Mais là, Marc, moi, je veux savoir, je veux aller chercher un edge avec ma nutrition peri-workout. Qu'est-ce qui sort dans la littérature au point de vue scientifique de ce côté-là? Est-ce que c'est comme tu viens de dire, bof, il n'y a pas tant d'effet? C'est plus une histoire de qu'est-ce que tu manges au quotidien? Ouais. Ou il y a vraiment un edge que tu peux aller chercher? La réalité, man, c'est que first, d'un point de vue scientifique ou peu importe, là, il y a tellement pas d'études sur les sports d'équipe, les sports de power puis de ainsi de suite. C'est pas ça qui est étudié. C'est plus difficile à étudier que de mettre un athlète sur un tapis roulant ou sur un vélo stationnaire ou peu importe. Les sports d'endurance sont juste plus faciles à étudier. Ouais, en comparaison aux sports d'endurance. Exactement. Fait que ces sports-là, c'est la majorité, le gros bulk là, des études sur la nutrition peri-workout est pour les sports d'endurance. Puis il va y avoir quelques trucs sur les sports de puissance. Mais après ça, c'est beaucoup de l'extrapolation, puis je veux pas dire du essai-erreur, mais c'est beaucoup plus anecdotique. Après ça, je pense qu'il y a peut-être un petit edge à aller chercher, à dire, OK, ben regarde, je viens me timer certains trucs autour de mon entraînement. Mais encore une fois, ça va dépendre de la demande. Puis après ça, c'est quoi le résultat final que je vais en retirer?
une game de foot, une pratique de foot, c'est purement performance là dans l'immédiat. Un entraînement au mois d'avril ou de mai, c'est bon, mais où est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux en retirer plus tard? C'est quoi À long terme. l'adaptation à long terme que je veux venir en retirer? Puis c'est vrai dans n'importe quel sport. Dans le sport d'endurance, il y a dans n'importe quel sport, il y a des concepts de train low. Tu sais, des moments où est-ce que tu vas t'entraîner dans un state qui est plus déplété ou qui est juste comme toi à jeun, par exemple. Il va y avoir des impacts intéressants aussi sur les performances. Tout ça pour dire, si l'objectif est là en spring camp ou avant un entraînement, puis que ta nutrition overall est excellente. Tu l'as dit, la chose la plus importante, c'est le total de ta journée. Puis après ça, bon, mais est-ce que ma répartition de macro à travers la journée est bonne? Puis après ça, est-ce que je réussis à avoir une bonne micronutrition? Puis après ça, le timing devient important. Mais pour moi, c'est comme la 4e étage de la pyramide. Il y a bien des choses de plus importantes. Mais beaucoup d'athlètes sont rendus là à checker le timing. Je veux dire, c'est pas si... Oui, c'est plus haut, mais puis je pense surtout côté post-workout, puis s'assurer que tes timings sont bons, puis surtout que tu ne te gères pas pendant tes entraînements, tes pratiques. Ouais. C'est pas, c'est pas out of reach. Puis quand on parle de pyramide, l'idée, c'est pas aussi que la base soit parfaite, parfaite, parfaite avant de commencer à faire des choses sur les étages en haut. C'est juste si ta base est vraiment trash, ben là, ça sert à rien de monter plus haut. Mais Ouais. si tu nail it somewhat, je pense que tu peux commencer à intégrer ces choses-là pareil. Puis je veux dire, timer tes meals autour de tes entraînements, c'est quand même low effort. C'est pas Vraiment. compliqué. Je veux dire, je mange déjà 4 repas. Ça me change quoi, moi, si je mange à 11h30 au lieu de midi et demi pour m'assurer que je digère pas durant mon training puis que je me sens pas Exactement. bloated. Exactement. Puis je pense que l'entraînement, l'alimentation post-workout est peut-être plus importante que l'alimentation pré-workout dans un contexte d'entraînement normal de joueur de football, que ce soit de speed ou de musculation, peu importe le type de musculation que tu vas faire. Par exemple, avant un entraînement de track qu'on va faire le jeudi, il n'y a absolument rien de spécial avec ma nutrition que je dois faire, puis il n'y a rien que je pourrais manger avant qui va améliorer mes performances à cet entraînement-là. Rien. Non. Rien. Non. C'est pas ça. Puis on m'avait déjà demandé de faire du contenu pour le track quoi manger avant une course de 100 mètres. Comme il n'y a pas d'aliments ou il n'y a pas de macros qui vont t'aider à courir ton 100 mètres plus vite. C'est 12 secondes, là. Exact. Ouais. 2 fois 12 secondes. Dans mon cas, c'est 10-2, 10-3, là, mais... Je serais content de te connaître si tu courais 10-2. Mais anyway, fait que je pense que le post-workout est plus intéressant. Mais encore une fois, si tu es capable de timer tes repas, puis moi, ça c'est niaiseux, mais la plupart des athlètes qu'on coach, toute la journée est planifiée un peu à travers le moment où est-ce qu'on va s'entraîner. Parce que le moment de l'entraînement, il est prévu d'avance. Fait qu'après ça, bon, mais voici, je m'entraîne à 3h l'après-midi, j'ai le temps de fitter 3 repas avant, par exemple, ou 2 repas puis une collation avant, mais de venir timer tes repas autour de ton entraînement, je pense que c'est super intéressant pour créer une certaine structure dans ta journée. Ouais, ça devient plus un timestamp, un repère temporel. Ouais, puis je pense aussi que, exemple, les carbs pre-workout ou la collation de glucides avant l'entraînement, je pense que ça devient plus important pour un athlète qui serait dans un déficit calorique. Je pense qu'à ce moment-là, les réserves de glycogène sont plus basses, l'énergie qui a été consommée à travers dans la journée, dans la semaine précédente, et ainsi de suite, a été plus basse. Ben peut-être que là, le timing de glucides avant l'entraînement peut être intéressant. Encore une fois, le contraire est vrai aussi. Il y en a plein pour qui on est en fat loss ou peu importe, l'athlète va dire, ben regarde, moi, je vais rentrer dans mes entraînements tout le temps low carb. C'est un concept que moi, je faisais beaucoup quand j'étais au cégep puis en mode recomp. Puis, tu rentres dans un mode low pour techniquement oxyder plus de lipides à l'entraînement. Ça veut pas dire que tu viens plus lean à l'entraînement, là. Puis, tu carb up ensuite. Mais ça aurait bien fonctionné si t'aurais été juste si t'avais juste eu moins de calories totales, pas juste de carbs totales. Probablement. Ben, ça dépend. Tu me dis moins de carbs, ça dépend de à mon avis, là, ça dépend de ton niveau de taux de sucre dans ton sang et où. Tu sais, si tu me dis, hey, mon taux de sucre, il est à, puis là, je ne veux pas utiliser les mauvaises mesures, là, mais 8 millimoles par décilitre, mon blood sugar est super élevé, c'est sûr que ton corps, c'est ce qu'il va utiliser en premier comme source d'énergie. Que tu sois assis là dans ta chaise ou que tu sois en train de t'entraîner ou peu importe. Ton corps veut ramener ton taux de sucre dans ton sang à un niveau
normal le plus rapidement possible. Fait que c'est la source, tu sais, c'est tout le temps la première source d'énergie utilisée quand elle est élevée. Tout le temps. Ben, c'est la plus facile. Mais Ouais. overall, si je me trompe pas, ce qui est intéressant, c'est le turnover total Ben oui, absolument. d'oxydation des fats. Fait que, je veux dire, si tu brûles plus de carbs, À mais l'entraînement, que mais plus de lipides à d'autres moments, ou peu à importe. d'autres moments, Exact. je reviens sur le post-workout. Tu dis que ça peut être plus important. Fait que, est-ce que je comprends bien que la fenêtre post-workout n'est pas un mythe? Il y a vraiment une réalité où est-ce qu'on peut tirer avantage d'un certain timing pour maximiser nos gains à l'entraînement? Je pense que c'est semi un mythe. Ce que je veux dire, c'est, tu sais comme moi, il y a déjà des moments, tu finis de t'entraîner, tu retournes au vestiaire à la course, tu chugs ton shake de protéines pour pas être catabolique trop longtemps. Là, comme... Non, faut pas être catabolique. Il faut pas être catabolique, right? L'entraînement, la muscu, whatever l'entraînement que tu fais, c'est probablement une des choses les plus cataboliques que tu fais dans une journée. Peut-être à part dormir. Mais tout ça pour dire, il y a une certaine importance qui est overrated. Puis je pense que le timing, on parlait souvent, ce qui était populaire pendant un certain moment, c'était la fenêtre du 30 minutes, par exemple. T'sais, le 30-minute post-workout window. Il fallait que en dedans de 30 minutes, il fallait que tu aies pris ton shake. Ça, j'y Parce que crois pas. sinon, tes gains étaient tous à la poubelle, ton training n'a servi à rien. Non, exactement. Mais après ça, il y a deux choses que je pense qui sont importantes. Je pense que, de 30 minutes à 2 heures après ton entraînement, it's good enough. Mais ça va dépendre de combien de temps avant ton entraînement tu as mangé aussi. Tu sais, si tu n'as pas mangé, Ah. mettons, deux ou trois, mettons, on va dire que tu t'entraînes à 1 heure l'après-midi, puis ton dernier repas date de 10 heures le matin. Puis là, tu t'entraînes de 1 à 2. Fait que là, tu finis de t'entraîner, ça fait 4 heures que tu n'as pas mangé. Ton processus de digestion est terminé. Ton spike de muscle protein synthesis est redescendu. Puis là, tu me dis, Marc a dit que je pouvais attendre jusqu'à 2 heures après mon entraînement pour manger. Tu remanges à 4 heures. En 10 puis 4, il y a un méchant time Ouais, span qui est ouais, beaucoup trop long. Fait que tu me dis, si je mange loin avant mon entraînement, ça peut être intéressant de dire, OK, ben 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes après mon entraînement, je vais manger quelque chose. Versus, je mange 45 minutes, 1 heure avant de m'entraîner, je me prends un petit post, des rice cakes avec des protéines comme j'aime faire, mais que tu ouais. manges pas 1 heure après ton entraînement, c'est pas un big deal. Là. Comme, Ouais, c'est ouais. la durée entre le repas avant et après qui est plus important. Puis dans le post-workout, tu fais ça entre 30 minutes puis 2 heures, c'est intéressant. Puis des fois, ça peut être intéressant même d'attendre un peu après ton entraînement. Tu sais, souvent, ce qu'on parlait, ou nous autres, c'était comme, il faut que je le fasse le plus vite possible. La réalité, c'est que quand tu sors de ton entraînement, là, pour la plupart d'entre nous, on est encore super high, right? Comme nous, on est encore Ouais, excité, on ouais, est ouais. encore comme en mode output. On n'a pas pris le temps de cool down. Puis de prendre le temps de genre slow down, faire un cool down, respirer, chiller, whatever it is après l'entraînement, va t'aider à mieux digérer ton post-workout. Tu veux rentrer dans un mode, comme on a déjà parlé, plus parasympathique après ton entraînement. Rentrer en mode rest and digest. Fait que ce qui pourrait être intelligent, c'est je finis de m'entraîner, je fais un petit cool down, je Mhm. stretch, je fais un exercice de breathwork qui va me ralentir, puis après ça, je mange mon snack, Ben, par exemple. side note, là, mais à la lumière de nos conversations, mon expérience, l'âge fait en sorte que je suis beaucoup plus sage et mature aussi. Oui, absolument. Je pense que la meilleure méthode de active recovery que tu peux faire, c'est un breathwork ou méditation Tellement une directement bonne après idée. ton training. Je pense que À oui, puis chacun de tes trainings. C'est la chose active que je pense qui peut avoir le plus gros impact je pense, sur ton recovery. je pense que oui, man. Puis c'est Ben Pokalski que je suivais beaucoup pendant un moment, que lui, chacun des clients avec lesquels il travaillait, qui venaient le voir pour le training ou la nutrition, avant d'offrir un plan alimentaire ou avant d'offrir un plan d'entraînement, il est forcé à breathe, walk and meditate pour 7 jours. Hmm. Tu viens le voir, là, t'es comme, man, qu'est-ce que je mange? Breathe, walk, meditate. Breathe, walk, meditate. Ça devait tellement être frustrant, Ah ouais, ah ouais, mais réellement, j'imagine. je comprends pourquoi il le fait. Ouais. Je comprends pourquoi il le fait, puis je pense que c'est la chose la plus importante. Il y a une période où ce que je faisais, puis c'était loin d'être optimal parce que on étire tous, genre, le moment qu'on a dans le gym, là, comme, hey, on a 1 heure et quart, là. Tu vas passer 1 heure et quart dans le gym si t'as 1 heure et quart. Puis Ben après oui. ça, après ça, t'es à la course. Tantôt, on s'entraîne, puis là, on finit de s'entraîner. Là, je pars, faut que je sois vite chez nous, faut que je mange vite, ci, ça. Puis là, ben, je prends pas le temps de breath walk, méditer. Mais il y a un moment où ce que je faisais, c'est, je partais,
du gym, puis je le faisais pendant que je conduisais, fait que c'est pas l'affaire la plus smart. Mais je prenais le temps de faire un genre de 10 rounds de physiological sigh. Mhm. Ce qui aurait été intelligent, c'est que je le fasse dans mon auto pendant que je suis assis, puis que je conduis pas, puis Avant de conduire. avant de conduire. Tu sais, Surtout compte tenu de ton historique. Oui, oui. On rit, mais non, là, mais oui, ok. Fait que je pense que ça peut être la chose la plus underrated à faire. Ouais. Assis dans ton auto, si ton gym, il n'y a pas de la musique qui blast, tu pourrais te coucher à terre dans le gym. Tu pourrais te coucher, tu sais, il y en a même, moi, des fois, ce que j'aime faire même, c'est tu te couches à terre, les jambes, tu sais, tu te couches sur le dos, les jambes dans les airs au mur ou sur un divan, puis tu prends le temps de faire du belly breathing, puis vraiment la main sur ton ventre, puis tu sais, avoir des respirations diaphragmatiques. Je pense que c'est Mhm. la chose la plus underrated. Puis je sais que tu m'as dit que tu l'avais vu, toi, sur tes recovery scores avec ton Whoop Band. Ouais. Je l'ai vu avec mon Whoop Band, mais c'était pas nécessairement timé directement après mes entraînements. Mais Mhm. les fois que je fais du breathwork, puis c'est pas nécessairement daily, c'est comme 3 fois par semaine, c'est là que mes recovery scores sont les meilleurs. Il y a une Intéressant. corrélation, puis Ouais. selon l'algorithme, il y a aussi une corrélation, le calcul en pourcentage ou whatever, Ouais. mais il y en a absolument une subjective et objective, C'est supportée fou. par mon Whoop Band. Mais oui, puis je suis d'accord que ça pourrait être la première chose à faire post-workout avant de consommer un repas. T'sais. Moi, tu me dis, là, j'ai l'athlète parfait qui va tout faire à 100%, puis que comme tout ce que tu dis, il le fait, là. Ça n'existe pas, cet athlète-là. Là. Mais Qu'est-ce ça que tu veux dire, serait je suis de... là? Non. Ce serait de le faire first thing après ton entraînement. Ce serait de prendre 5 respirations, genre de 5 slow breaths avant chacun de tes repas. Ce serait de prendre le temps de respirer, de nose breathe beaucoup, puis de ralentir, puis de prendre des respirations qui sont beaucoup plus deep, plus souvent à travers la journée. Puis je pense que ça, là, c'est la chose la plus underrated, mais on voit pas un résultat, tu sais, c'est pas tangible, tu le vois pas. Tu sais, là, maintenant, toi, tu le vois avec ton score de Whoop, mais sinon, quelqu'un ne le voit pas, puis c'est difficile de comprendre Ouais. l'impact que ça a. Puis même là, j'ai de la difficulté à être constant avec cette habitude-là. Pareil que moi avec la méditation. Tu sais, méditation puis breathwork, moi, faire un ou l'autre, les deux font mon bonheur, mais j'ai envie de développer l'habitude de méditation. Puis c'est tough développer cette habitude-là. Puis pourtant, ça pourrait être 3 minutes dans ma journée. C'est rien, 3 minutes. Là. Je l'ai souvent dans ma journée, 3 minutes. Là. Mais ça pourrait être Mhm. 3, puis éventuellement ça sera 5, puis éventuellement ça sera 10. Mais c'est des habitudes qui sont difficiles à développer, mais que je sais qui peuvent être vraiment importantes. Parce que cette fameuse balance-là, qu'on parle peut-être pas assez de système nerveux parasympathique versus sympathique, je pense que ça a un gros impact sur les performances pour la récupération. Mhm. Absolument. On ferme la parenthèse, puis on en reparlera. Parce qu'aujourd'hui, on parle de peri-workout en termes de nutrition. Ouais. J'avais un paquet d'autres questions. Qu'est-ce que tu en penses si on y va en rafale? Vas-y. EAs, intra-workout, overrated, underrated. Overrated. Si, à moins que tu n'aies vraiment pas mangé longtemps avant ton entraînement. Oh, parce qu'à ce moment-là, tu es comme vraiment en mode digestion, puis Oui, tant qu'à puis avoir l'estomac vide, t'es mieux d'avoir des EAs. exactement. Fait qu'il y a des impacts, je pense, d'un point de vue synthèse des protéines qui est intéressante. Puis c'est pas parce que tu veux être en mode synthèse des protéines. T'sais, la réalité, c'est que pendant que tu t'entraînes, réellement, c'est du muscle protein breakdown qui arrive. Puis c'est à travers la journée, on va avoir des spikes de synthèse puis des drops en breakdown, si on veut. Mais je pense que d'avoir un certain niveau d'acide aminé en circulation pendant l'entraînement peut être intéressant d'un point de vue catabolisme ou whatever you want to name it. Mais si tu as mangé avant, tu vas l'avoir. Hmm. L'autre chose, c'est dans des entraînements de style gym, je ne le sais pas, mais je sais que dans des entraînements d'endurance, des performances d'endurance, il peut avoir des impacts positifs dus à certains acides aminés sur certains neurotransmetteurs pour un peu le sentiment d'énergie puis de drive à travers l'entraînement qui peut être intéressant. Mais dans un workout, je ne le sais pas. Genre un gym, là, je ne le sais pas. Ouais. Ratio de carbs et protéines post-workout. Utile, pas utile? Si c'est utile, c'est quoi le ratio magique? Inutile ou utile dépendamment de la personne, dépendamment du total de ta journée puis de la personne. Focus là-dessus, over-focus là-dessus, complètement inutile. Je pense que pour la plupart du monde,
entre un ratio 1 pour 1 jusqu'à 4, 5, 6 pour 1, ça peut être intéressant. Là. 6, j'exagère peut-être, là. Mais de carbs versus protéines. Mais je pense que c'est un beau moment pour consommer plus de glucides après l'entraînement. Fait que du moment que tu as des glucides, laisse faire ton ratio, mange tes rice cakes, mange tes protéines. Ça ressemble à ça. J'ai déjà entendu, back in the days à Garneau, OK, que si je mangeais plus que 30 grammes de protéines d'un coup, que j'allais le chier. Ouais. J'allais pas l'absorber, j'allais le chier. Tu vas le chier. Ah ouais, je vais le chier. Puis il m'a dit ça de même, là. C'est Il m'a le dit, gars qui hey avait Dan, si chié tu dans manges ses plus que culottes en 30 courant. grammes de protéines, ça sert à rien, tu vas le chier. C'est le gars qui a chié dans les culottes blanches en courant avec la balle. Non, c'est pas le même gars qui nous a fait une trace de break en game à Garneau, alors qu'on avait les pants blanches. Parce que lui aurait peut-être mangé plus que 30 grammes de protéines. C'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être. Il avait Marc, écouté son boy. Marc, éclaire-moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, vraiment pas. Puis ça, c'est absolument crazy qu'on en parle encore, man. Puis le plus fou de tout ça, là, c'est que je l'ai entendu récemment, dans la dernière année, on va dire, de certains nutritionnistes vraiment réputés sur un podcast de comme je sais pas si elle avait dit t'allais le chier ou t'allais le faire pipi, là, caca ou pipi ou peu importe, mais que au-dessus de 30 grammes de protéines, tu t'en débarrassais à travers I don't know, man. Mais non, vraiment pas. Je veux dire, la réalité, c'est que pour quelqu'un comme moi, je pèse, on va dire, 220 livres, 100 kilos. Dépendamment de la source de protéines, 30 grammes de protéines, c'est peut-être même pas assez pour maximiser ma synthèse des protéines musculaires. Je veux dire. Non. Puis souvent, le thinking, c'était, à 30 grammes de protéines, tu maximises ton muscle protein synthesis, fait que le reste sert à rien. Mais ça, c'est dire, OK, les protéines, ça sert juste à ça, puis ça sert à rien d'autre. Puis Ce qui est faux. c'est prendre pour acquis que, tout le monde pèse 140 livres. Je veux dire, à un moment donné, c'est qu'il y en a qui ont plus de masse musculaire puis qui ont besoin de plus de protéines pour avoir ce même niveau de synthèse des protéines musculaires. C'est de prendre pour acquis que tout le monde s'entraîne de la même façon. Moi, je me Aussi. rappelle très bien, j'ai le graphique en tête d'une étude qui comparait justement les quantités de protéines par rapport au spike de MPS que tu peux avoir. Mm-hmm. Et c'était comparé selon le workout qui avait été fait, puis un leg workout avec énormément de volume. Tu pouvais te rendre à beaucoup plus de grammes de protéines. Je pense que dans l'étude, il parlait de 50-60 grammes de protéines pour maximiser ton NPS. Alors que si tu faisais un arm training, juste des petits guns, ben, ton NPS était maximisé avec une quantité de protéines beaucoup plus basse, beaucoup plus rapidement. La réalité, moi, j'aime ça garder ça, puis je veux garder ça le plus simple possible. Là. Puis je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment simple. Tu sais, le fameux, mettons, là, tout le monde, entre 30 et 50 grammes dans un repas, it should be good enough pour la plupart. Tu sais, dépendamment de ton size. T'es plus petit, 30, 35, 40. T'es plus gros, 40, 45, 50, voire plus. Right? Si on veut garder ça simple comme ça, this is it. Après ça, le type de protéines que tu consommes n'ont pas tout le même impact. Tu prends un scoop de whey, là, les odds, c'est que pour bien du monde, un scoop ou un scoop et demi de whey, c'est tellement une protéine qui est de qualité, qui est digestible, qui a un bon score d'acides aminés, que tu vas maximiser ta synthèse des protéines. Fait entre un scoop et demi puis deux, ça fait une grosse différence? Ça dépend d'une personne à l'autre, mais probablement pas tant que ça. Après ça, moi, la façon dont je le vois pour moi, puis des athlètes qu'on coach, c'est ce qui est prouvé comme pour hit le maximum de synthèse, de muscle protein synthesis, de synthèse de protéines musculaires chez la majorité des athlètes, c'est 0,4 grammes par kilo. Fait que moi, je pèse 100 kilos, ce serait 40 grammes. Puis après ça, ils ont vu, dans des études qui sont moins récentes, là, 3 ans, 4 ans, whatever, que on n'est pas tous la même personne. On n'a pas tous le même background génétique. Ils ont vu ça dans des études. On fonctionne pas tous de la même façon. Fait qu'il y en a avec qui 0,3 grammes par kilo, là, eux sont super efficaces, maximisent leur MPS avec 0,3 grammes par kilo. Mais certains, le monde, je sais pas quel terme utiliser, mais on va dire le monde qui sont plus résistants à ça, puis c'est définitivement pas le bon terme, ça irait jusqu'à 0,55 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Puis encore une fois, ça va dépendre d'une source de protéines à l'autre. Parce que je veux dire, tu sais, moi, ça pourrait être, on va dire, 55 grammes de protéines. Hey, c'est plus que deux scoops. Double. C'est quasiment le double en deux personnes.
Exactement. Fait qu'à partir de là, Intéressant. moi tu sais, je l'assume à 100%, je suis très biaisé vers les protéines, les diètes plus élevées en protéines. I like it personnellement, puis man, on voit beaucoup de résultats dans des joueurs de football avec ça. Je pense que c'est bien, surtout que la plupart des joueurs de football, ben, on est porc, on a de l'appétit, on aime manger beaucoup, puis de manger plus de protéines, mais ça l'aide avec la gestion de l'appétit à quelque part. Parce que même sinon, je pourrais manger, ça n'aurait pas de sens, tout ce que je pourrais manger, puis les Mhm. protéines aident à ce niveau-là. Mais moi, j'aime dire, OK, ben regarde, c'est quoi 0,55 pour toi? Là? Ça ressemble à quoi en termes de quantité de protéines, que ce soit en grammes, en grosseur de paume de main, en termes de y aller, I don't care, mais ça ressemble à quoi? On va viser ça parce que moi, je connais pas toi, c'est à combien que tu maximises ta synthèse des protéines musculaires. Puis je pense que c'est intéressant de le maximiser 3, 4, 5 fois par ta journée. Intéressant. J'enchaîne. Peut-être dernière question. Ouais, parce que c'était pas Ça va rapid fire, ensemble. ça. Non, non, t'es pourri pour les rapid fire, mais c'est pas grave. Beaucoup de bonnes infos par contre. Euh, Pre-workout. Ouais. Y a-tu des macronutriments qui sont plus intéressants que d'autres? Fait que carbs, protéines, fats ou même type de protéines, type de carbs? Mhm. Ou est-ce qu'il y a un supplément qui apporte des avantages? Fait que là, pre-workout, quoi? Soit en termes de bouffe, soit en termes de supplément. Ça dépend du timing. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est si tu es entre 2 et 3 heures avant ton entraînement, mange un repas complet, dépendamment du type d'entraînement. Ce sera des protéines, tu sais, un repas bien normal, réellement un repas bien normal avant de t'entraîner. Puis si tu es quelqu'un qui aime beaucoup puis consomme des glucides, ben ça sera protéines, glucides avec des légumes. Tu sais, puis tu vas avoir des fibres, tu vas avoir un peu de fat si tu es 2-3 heures avant, c'est pas un big deal. Faut juste que toi, tu vois, OK, ben, ça me prend combien de temps bien de gérer ce repas-là pour me sentir bien, right? Puis plus tu approches de l'entraînement, ben plus là, tu voudrais des glucides qui seraient simples, qui seraient faciles à gérer, avec une protéine qui est plus facile à gérer. Je te donne un exemple pour moi. Si je vais m'entraîner puis je viens de manger 6 œufs, 36 grammes de protéines, je me sentirai pas aussi bien si je l'ai mangé une heure avant de m'entraîner que si je prends un scoop et demi de whey qui va me donner environ 36 grammes de protéines. T'sais. Mais Mhm. c'est-tu la protéine, c'est-tu l'aliment complet parce que man, je viens de consommer aussi 36 grammes de fat qui est vraiment, qui vient vraiment ralentir la digestion. Mais de manière générale, je te dirais, plus tu es proche d'entraînement avec glucides simples, moi ce qu'on aime faire beaucoup chez MVP, c'est anything rice-based. Là. On sait que ça se gère bien un riz blanc, des crèmes de riz, galettes de riz, Rice Krispies. We love rice avec une protéine qui se gère très facilement. Puis man, je pense que this is it. Plus tu es proche d'un entraînement, moins tu veux de fat, moins tu veux de fibres. Tu sais, la règle simple, c'est ça. Cool. Un closing statement? Mange bien toute ta journée, puis ton peri-workout ne changera pas grand-chose. Tout c'est ça c'est pour ça. niaiseux. Tout ça pour ça, man. T'aurais pu avancer à la 38e minute, écouter 5 secondes, puis voilà. On vient de parler pendant 38 minutes pour absolument rien. T'as perdu ton temps. J'espère que, man, si j'étais toi, je réécouterais pas un épisode du podcast, honnêtement. C'est tellement une Non, perte non, de non. temps, là. Ou sinon, ben, je Perte de skipperai à la temps. fin voir s'il y a un petit résumé comme ça, puis ben, oui, voilà. All right. This Merci, is it. Marc. All right, ciao, ciao.